C'est Thomas Courbe, le directeur général de l'ADGE, qui vient largement de nous motiver. Aussi, avant d'introduire les webinaires qui vont permettre à divers sous-traitants de présenter leur offre durant 3 minutes chacun, un échange avec 3 représentants de 3 filières différentes et complémentaires. Je reçois Catherine Larocque, déléguée générale de la FIMEF, Anne-Sophie Mas, déléguée générale de l'UITS, et Thierry Charles, directeur des affaires publiques et compliance de Polivia. On y viendra d'ailleurs, Polivia, c'est un nom nouveau, il va falloir qu'on s'y habitue. Mais Catherine Larocque, je démarre par vous. Vous travaillez à la FIMEF, donc le FIMEF, c'est le syndicat du travail des métaux en feuille, si j'ai bien noté. Oui, alors merci beaucoup de m'accueillir. C'est le syndicat national du travail des métaux en feuille, découpage, emboutissage, outillage de presse, voilà, tôlerie fine et repoussage, qui est peut-être moins connu, mais ça en fait partie. Et voilà, ça regroupe justement. Alors, on a visité pour Global Industrie 360 SMG Confrères, je pense que vous avez SMG, oui, tout à fait. La vidéo. Et c'est vrai qu'en discutant avec lui, je lui dis, mais tiens, qu'est-ce qui vous manque demain pour progresser? Est-ce qu'il vous manque des compétences? Est-ce qu'il vous manque du foncier? Est-ce qu'il vous manque des choses? Alors évidemment, compétences, il lui a manqué. Et puis il me dit, ce qui me manque, enfin qui me pose problème aujourd'hui, c'est la hausse des matières premières. Alors j'avoue que je ne m'y attendais pas et on a vu vraiment une problématique importante. Est-ce que c'est une problématique que vous ressentez chez tous vos adhérents? Est-ce que c'est quelque chose de conjoncturel? Quelle ampleur ça prend, ce mouvement? Alors, outre effectivement le problème de compétences qui est très important dans toutes les entreprises et qui est vraiment un leitmotiv, on peut dire que les problématiques de matières premières, d'achat d'acier, de cuivreux est un vrai souci et au quotidien, nous avons des demandes de nos adhérents et c'est vraiment un problème. Alors, est-ce que c'est conjoncturel ou structurel? Je dirais qu'il y a une dizaine d'années, c'était davantage structurel, puisqu'on avait pas mal de sites au niveau européen et qu'il y a eu des restructurations pour une synergie et meilleure productivité, effectivement, sachant qu'en sidérurgie, ce sont des équipements extrêmement onéreux. Si les trains de laminage et autres investissements sont des investissements très chers. Donc, on a réduit un petit peu la voilure pour avoir moins de sites en Europe et notamment en France. On peut donner également l'exemple de Florange et Gandrange qui ont été fermés ces 10 dernières années. Donc là, c'était il y a 10 ans où c'était vraiment structurel. On produisait en Europe à peu près 200 millions de tonnes d'acier il y a 10 ans avec une demande, donc ça c'était l'offre, et la demande équivalait à peu près à 70%. Donc il y avait presque trop d'offres par rapport à la demande. Il y avait 30% de variables. On a un peu l'inverse. Du coup, les prix ont baissé à cette époque. Et là, c'est l'inverse. Et actuellement, c'est davantage conjoncturel. Alors ça dure depuis, alors je ne sais pas si c'est l'automne 2020, mais principalement janvier 2021. Donc en fait, oui, c'est conjoncturel actuellement. Il y a quand même des quotas d'importation, notamment en Europe, avec des contingentements, et quand c'est dépassé, il y a des surplus de 25% sur le prix. Donc c'est une vraie problématique. Et puis, partout dans le monde, ça on pourra en reparler. D'autre part, les entreprises n'ont pas ni la matière, ni les délais, donc c'est très compliqué. C'est justement le rôle d'un syndicat, quelque part, de prendre ce sujet à bras-le-corps. Mais comment on peut le régler? Essayons d'être concret. J'ai un contrat qui est signé. Comment je répercute ces hausses sur le client final? Est-ce que, je ne sais pas, les clauses d'imprévisibilité, enfin, je ne sais pas tout ce qui peut exister. Alors, Est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas? Voilà, on va essayer d'être factuel. Ok. Alors, ce que je peux vous dire, déjà, je ne vous ai pas donné un peu la mesure. Donc, il y a pénurie, c'est-à-dire qu'avant, je pense que c'est important de le dire, avant la matière, on l'a vu à 2-3 semaines. Maintenant, c'est plusieurs mois. Donc, il y a vraiment outre la pénurie, il y a des retards de délai de livraison. Ça, c'est clair. Et la pénurie, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, tout ce qui est électrozingué, tout ce qui est acier laminé à chaud, laminé à froid, depuis janvier 2021 jusqu'à juin 2021, il y a une évolution de plus 70 à plus 140% sur les prix. Ce qui est très, très difficile, c'est énorme. Donc ça, il faut le répercuter dans la mesure du possible. Donc soit c'est des contrats fermes, mais là c'est un peu plus compliqué, soit effectivement on peut invoquer des clauses, on peut mettre des clauses dans le contrat. Donc il y a la clause d'imprévision, qui s'appelle la clause de hardship également, qu'on peut mettre dans le contrat, qui va permettre, enfin une clause d'imprévision, c'est quand le contrat initial fait l'objet de changements, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus... La prestation va être beaucoup plus onéreuse pour le fournisseur que ce qui est prévu. Donc là, à partir de là, il y a possibilité de renégocier. Après, est-ce que la hausse des matières premières est imprévisible? Ça dure depuis 6 mois.
Donc, question à se poser, je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est la clause d'imprévision. Il y a la clause d'indexation, plutôt pour des marchés sur une certaine durée. La clause d'indexation, ça se base sur des indices. Prestations, matières premières, donc encore faut-il avoir les indices, mais la Fédération des industries mécaniques, tout du moins son service statistique, fournit chaque mois des indices sur le cours des aciers, des matières premières en général. Et le FIMEF, mon syndicat, est abonné au MEPS, qui est un organisme britannique, et chaque mois, on voit les évolutions des prix. Donc ça, on peut les mettre dans les clauses d'indexation et ça peut permettre de négocier avec le client. Là, vous écoutez, en fait, vous me parlez de clauses, quelque part, de contrats qu'on va faire, mais ceux qui sont déjà faits, qui sont déjà signés, en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a un nouveau contrat à signer, on est capable d'inclure toutes ces choses-là parce qu'on sait qu'elles vont arriver, que forcément, il y aura une fluctuation qui va devenir, qui va rester, à vous écouter. Mais celui qui a un contrat qui est passé, celui qui a un contrat qui est passé, il va essayer de négocier, de renégocier, de renégocier. Et c'est bien le problème parce qu'on arrive à, je ne vais pas dire des dizaines, mais on arrive à plusieurs négociations, pratiquement des négociations mensuelles avec le client pour dire, ben voilà, la hausse des matières est de temps. Moi, je vais vous le répercuter parce qu'il faut savoir que le prix d'une matière première dans le découpage emboutissage est quand même relativement important par rapport au coût final. Donc, c'est très important de répercuter le prix de la matière. Il y a des clients qui acceptent, qui le comprennent, et il y en a d'autres avec lesquels c'est beaucoup plus difficile. Et si on pousse votre raisonnement jusqu'au bout, il y a le prix de la matière qu'on veut répercuter. En plus, vous me parlez de retard. Des délais importants, des retards de livraison quelque part. Donc là, c'est la même problématique. C'est-à-dire s'il n'y a pas de matière ou qu'il y a un retard... Alors, s'il y a des retards, de toute façon, le client, il va comprendre parce que ce retard sera le même chez les autres fournisseurs. C'est la même matière, en fait, c'est les mêmes nuances. Donc, soit ça peut arriver, malheureusement, le client va dire on arrête ce produit-là parce qu'il n'y a pas la matière, vous ne l'avez pas avant 6 mois, c'est pas possible. Soit ils vont comprendre, ils vont attendre. Donc, soit il y a des matières de substitution, mais en général, ce n'est pas forcément le cas. Il y a que l'acier qui augmente, rassurez-moi, ou alors il y a d'autres... Il y a le cuivre, puis il y a tout ce qui est ferraille, ce qu'on appelle le scraps, c'est-à-dire le coke, les minerais, les matières premières, qui sont également utiles pour la métallurgie. Et les autres postes, c'est bon? Non. Les autres postes non plus, les transports, l'emballage, le plastique, le bois. Il y a beaucoup de postes dans les achats qui ont augmenté. C'est environ, j'en parlais hier avec un industriel, c'est à peu près 4% en plus dans les achats. L'énergie, non, ça ne bouge pas? Ça se tient? Ça, je ne sais pas trop. Parler des hydrocarbures, des huiles, notamment, pour travailler le métal qui ont augmenté aussi. Face à cette problématique, comment réagissent les pouvoirs publics? Alors, on s'appuie sur la FIM, parce que nous, on est un syndicat parmi d'autres au niveau de la fédération. Après, tous les syndicats ne sont pas forcément concernés, mais notre profession, ainsi que d'autres professions, quelques autres professions de la FIM, sont concernées puisqu'on travaille les métaux, en fait. Donc voilà. Alors, nous, à notre niveau, on réunit régulièrement les entreprises pour être au courant, en fait, d'avoir leur retour. Et on s'appuie sur la FIM pour le lobbying. Donc, le lobbying, c'est au niveau français, national auprès des pouvoirs publics pour faire part également des problèmes d'assurance crédit parce que les entreprises n'ont pas les mêmes encours, problèmes de fonds de roulement, elles ont des problèmes de BFR parce que du coup elles dépensent beaucoup plus en achat, elles font du stock et c'est vraiment délicat. Au niveau européen, on travaille également sur le quota en fait. Essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de limitations, qu'ils ouvrent justement l'importation d'acier au niveau français. Bon, ça se discute, c'est dans les industriels. Et puis, c'est pareil, éviter d'exporter la ferraille, tout ce qui est scraps, pour le conserver en Europe et utiliser ces minerais, en fait, ces matières premières, pour l'exploitation dans les métallurgies. En fait, on est en train de payer des décisions antérieures sur la sidérurgie. Peut-être, mais j'en rediscutais ce matin avec quelqu'un parce que ma réponse était oui. Finalement, c'est pas forcément oui. Il y a eu effectivement, en 86 notamment, sous Raymond Barre, avec l'appui de Francis Mer, il y a eu beaucoup de restructuration au niveau français.
des sites qui ont fermé, qui se sont restructurés avec une meilleure peut-être qualification de la production d'acier en France. C'est-à-dire ils se sont concentrés sur des produits à plus forte valeur ajoutée. On peut donner l'exemple, là, ces dernières années avec Florange, où ils ont arrêté tout ce qui était le chaud, enfin la partie chaude, la mine noire à chaud et autres, pour se concentrer sur des aciers à forte valeur ajoutée qui sont notamment utilisés pour l'emboutissage à chaud. Voilà. Bon, écoutez, on va échanger avec Thierry Charles. J'ai un peu peur qu'on va quitter l'acier et peut-être se retrouver dans d'autres matériaux, le plastique, j'allais dire, pour faire large. Thierry Charles, déjà, première chose, j'ai présenté tout à l'heure rapidement, Polivia. Bon, en 2 mots, mais c'est le nom 2021 de la Fédération de la plasturgie, c'est ça, hein? Exactement, on va faire simple. Au 1er janvier 2021, Polivia, en fait, c'est la fusion de toutes les organisations professionnelles qu'on connaissait dans le monde de la plasturgie, donc la Fédération de la plasturgie et toutes les organisations en région, dont Alizé Plasturgie, PlastiWest. Et donc, on a fusionné dans un seul organisme avec 3 têtes. Une organisation professionnelle, patronale, classique, Polivia, un centre de formation, Polivia Formation, et puis une société de conseil autour de la performance industrielle, Via Industrie. Voilà. Donc, vous connaissiez la Fédération de la plasturgie, maintenant il faudra effectivement le faire avec Polivia. Il faut juste changer, remettre à niveau en version 2.0. Exact, 4.0. L'industrie 4.0, voilà, il faut mettre à niveau 4.0. Ce que vous venez d'entendre comme discours, vous êtes juriste de formation, si j'ai bonne mémoire. Oui. Vous êtes d'accord là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, je vais rajouter une chose s'agissant de la plasturgie, c'est que vous évoquiez le problème, est-ce que c'est conjoncturel, est-ce que c'est structurel? Je pense que globalement, il faut quand même partir du principe qu'aujourd'hui, l'Europe n'est plus en capacité de sécuriser les approvisionnements de l'industrie en général. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. On va prendre l'exemple de la plasturgie. Vous avez un aspirateur aujourd'hui qui est le monde asiatique, le monde chinois. Vous avez l'Amérique du Nord qui, avec le gaz de schiste, a su sauvegarder sa souveraineté, et notamment en matière d'approvisionnement, ce qui n'est absolument pas le cas de l'Europe. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est un défi qui nous attend. Et la réponse que nous donne l'Europe et les pouvoirs publics, c'est en fait que désormais, la richesse, c'est les déchets. Donc il va falloir faire avec les déchets, c'est-à-dire du point de vue de l'économie circulaire. Les déchets sont une richesse, waste to wealth. Donc de ce point de vue-là, c'est le seul moyen pour l'Europe de sécuriser les approvisionnements. Le problème, c'est que ça ne se fait pas en un jour, vous pensez bien. On est en train de mettre en place avec la loi AGEC des filières REP, mais une filière REP, ça met 2, 3, 4, 5 ans à se structurer et pour pouvoir fournir et supplanter, on va dire, les matières vierges. Vous pensez bien qu'il faudra beaucoup plus de temps. Et à l'horizon 2025, 2030, 2040, on n'est pas du tout certain que cette sécurisation de l'approvisionnement, je parle bien des matières plastiques, soit suffisante. Donc il faut bien arriver à ce couplage et il faut bien arriver à ce que les pétrochimistes investissent de nouveau en Europe, sinon on n'y arrivera pas. Oui, vous me faites peur là. C'est-à-dire que si je vous écoute bien et j'essaye de résumer, on a un cercle vicieux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'industrie pétrochimie, on n'a pas de matière. S'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de relocalisation. On nous parle de relocalisation de l'industrie, mais sans matière, c'est pas faisable. Disons qu'aujourd'hui, on focalise un peu trop sur les transformateurs, et notamment les PME qui transforment en produits la matière plastique. Or, c'est bien l'ensemble de la filière qui est concernée. Parce que, vous l'avez dit, à partir du moment où j'ai plus de matière, je ne vais plus livrer mon client. Et au final, c'est le consommateur qui n'a plus rien dans... Le client, il va là où est la matière. Exactement. Donc, si la matière elle est en Chine, il ira en Chine. De toute façon, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Clairement, quand on voit le prix et quand on voit les surcoûts au niveau de certains prix, et on en parlait, 40 voire plus, nous, c'est plus de 40% au niveau de l'augmentation. Il arrive même que ça soit 100%. Donc, de ce point de vue-là, c'est bien que ils vendent ailleurs. Donc ailleurs, on le sait, c'est le marché chinois qui est reparti beaucoup plus vite. Donc de ce point de vue-là, encore une fois, ça effectivement, c'est peut-être un effet de la crise, c'est peut-être conjoncturel, mais je préfère, en termes de pédagogie, je préfère me dire que si je vois les textes de loi qui sont pris à la fois au niveau européen et au niveau français, regardez la loi AGEC, regardez la loi Convention citoyenne, on est bien autour de l'économie circulaire. Et clairement, l'économie circulaire, c'est les 3 R, le recyclage, la réduction et le réemploi. Donc tout est dit, je dirais. Il va falloir réduire,
il va falloir recycler et il va falloir trouver des nouvelles fonctionnalités aux produits et notamment aux produits plastiques. Par rapport aux besoins, l'industrie circulaire, ça représente quel pourcentage ? Aujourd'hui, c'est de l'ordre. C'est difficile de sortir des chiffres parce que de toute façon, encore une fois, ça dépend de la filière REP. Vous avez des filières REP qui existent depuis quelques années, notamment dans les bouteilles, l'emballage, c'est ce qui fonctionne à peu près bien. Aujourd'hui, vous avez avec la loi AGEC tout un tas de filières REP qui devront se mettre en place, notamment dans le jouet, dans le bricolage, dans le sport, dans le bâtiment. Mais on est au début d'un processus. Donc, personne n'est capable de dire si à l'horizon de 5-10 ans, on aura suffisamment de matière issue notamment des recycleurs pour fournir nos industriels. Ça sera de toute façon jamais suffisant. À mon sens, ça ne sera pas suffisant puisque, encore une fois, alors je ne vais pas rentrer dans le débat de ce qu'on appelle le mass balance, c'est-à-dire en gros, il faudra mixer du vierge et du recyclé. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais le vierge, il va falloir l'avoir. Il faudra l'avoir, et encore une fois, il faudra l'avoir à partir du moment où les pétrochimistes réinvestissent en Europe. Parce qu'on parlait d'un certain nombre de clauses juridiques aujourd'hui. La difficulté que nos industriels ont, c'est qu'ils supportent des cas de force majeure qui sont produits par la pétrochimie, qu'ils sont incapables, en fait, de transmettre à leurs donneurs d'ordre, parce qu'eux-mêmes, effectivement, dans le contrat, n'ont pas prévu des cas de force majeure de la sorte. Donc, vous voyez bien qu'à un moment donné, c'est un peu facile de gérer, entre guillemets, une pénurie. À partir du moment où le transformateur ne peut pas reproduire ce même schéma vis-à-vis de son donneur d'ordre, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il subit des pénalités de retard. On lui refuse parfois des reports vous parliez de reports de délai de livraison, on lui refuse. Donc, effectivement, soit il a prévu initialement dans son contrat des clauses d'indexation, des clauses d'imprévision, des clauses de cas de force majeure, mais vous savez bien que dans le rapport de force qui existe notamment avec les grands donneurs d'ordre entre les conditions générales de vente et les conditions générales d'achat, à aucun moment il est en capacité de négocier ce genre de clause. Ce qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on ait vraiment une démarche de progrès qui concerne l'industrie en général. Parce que j'ai l'impression que les pouvoirs publics gèrent ça un peu, non pas à la petite semaine, mais en ciblant un peu les secteurs. Est-ce que, enfin, je vous écoute, j'ai l'impression qu'on n'est pas assez solidaire dans l'industrie. Exactement. Est-ce qu'il faudrait faire, je ne sais pas moi, comme les agriculteurs, les routiers, il faut bloquer, on peut déverser de l'acier. On peut déverser de l'acier. Non, mais au moins, solidarité dans la démarche, parce que je crois qu'on a à peu près le même souci, sauf que le législateur, lui, il voit les choses de son point de vue en fonction, effectivement, un peu d'un rapport de force. Regardez ce qui s'est passé dans le transport il y a quelques années, en 99. Bon, ben, ils ont obtenu, en pied de facture, qu'on sanctuarise, en fait, le prix du carburant. Vous prenez la loi Egalim, clairement, c'est une loi pour les matériels agricoles et alimentaires. On est en train, on en parlait ensemble, on est en train de faire une proposition de loi, proposition de loi Besson-Moreau, qui là encore veut revenir sur la loi Egalim, mais uniquement sur le monde agricole et alimentaire. Vous prenez par exemple le bâtiment. Eh bien, vous avez les pouvoirs publics qui sont intervenus très fortement dans le bâtiment en remettant en cause, contrat ou pas contrat, les pénalités de retard et les reports de livraison. Donc l'État a dit, dans les marchés publics, je considère que vous devez, messieurs les acheteurs, ne pas imposer de pénalités de retard et accepter des reports de livraison. Dans les marchés publics. Pourquoi ? Oui. Parce que l'État a la main. Il peut. Et il peut le faire. Mais encore une fois, vous voyez, c'est deux poids, deux mesures, et ça pose quand même quelques problèmes dans l'industrie en général qui subit les mêmes revers, mais qui est dans l'incapacité de pouvoir s'appuyer sur ces textes de loi. Or, on a vu que dans le passé, des choses qui étaient issues des marchés publics ont migré vers le droit privé. Je vais prendre l'exemple de l'imprévision. On s'est battu collectivement pour que l'imprévision soit reconnue dans les marchés privés. Vous savez quand c'est arrivé, ça ? C'est arrivé dans le cadre de la réforme du droit des contrats qui est très récente, de 2016. D'accord ? Ça existait depuis les années 30 sur les marchés publics. Depuis les années 30. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y avait un décalage entre ce qui était complètement naturel pour les marchés publics qui n'existait pas dans le marché privé. Ce qui me permet de vous dire qu'effectivement, ces ponts-là, on peut tout à fait les faire. Et encore une fois, il ne s'agit pas forcément de revoir tout par des textes de loi. Il y a un peu de bon sens. Hein. Dans l'automobile, par exemple, vous avez des codes de performance.
vous avez des chartes où on exige de la part des donneurs d'ordre de jouer le jeu de la solidarité, notamment sur ces pénalités, etc. Et ce jeu de la solidarité, c'est pas aussi un des rôles du médiateur de la République? Il faut peut-être lui donner plus de pouvoir pour qu'il puisse faire la police. Pas le médiateur de la République, c'est le médiateur de l'industrie. Voilà, c'est parce que c'est pas exactement médiateur d'industrie. Alors effectivement, Pierre Pelouzet, c'est quelqu'un qui mouille le maillot, on va dire, mais encore une fois, il manque un peu de moyens. Et reprenez ma proposition de loi Bessin-Moreau. Qu'est-ce qu'il a prévu, monsieur le député? Il a prévu qu'à défaut de négociation entre les parties, le médiateur aurait un pouvoir d'astreinte, un pouvoir en fait, de contraindre les parties à négocier s'il y a un échec de la négociation initiale. Donc vous voyez bien que c'est un peu dans l'air du temps de donner un peu plus de moyens à la médiation, parce qu'aujourd'hui la médiation, ça peut marcher, mais à condition que les deux parties s'entendent. Sinon, ça ne marchera pas. Bon, on va poursuivre les problèmes. J'espère qu'il y en aura moins avec le syndicat des traitements de surface. Chez vous, j'ai deux petites questions. En fait, on a l'impression qu'il y a des donneurs d'ordre qui aujourd'hui sont en train de vouloir réintégrer quelque part chez eux, en interne, la sous-traitance qu'ils faisaient à l'époque dans le traitement de surface. Est-ce que c'est un bruit qu'on entend? C'est quelque chose qui se passe? Alors, c'est effectivement quelque chose qui se passe de par la crise sanitaire qu'on a vécue, avec les fortes baisses d'activité dans le secteur aéronautique, où on voit effectivement qu'on a des donneurs d'ordre ou des mécaniciens qui ont rapatrié les pièces pour pouvoir les traiter en interne, puisque un certain nombre de mécaniciens ont des chaînes de traitement de surface qui dédient à leur production en temps normal. Et là, effectivement, ils essaient de remplir ces chaînes de traitement de surface. Donc oui, c'est un problème qu'on rencontre quand il y a des baisses d'activité, notamment dans le secteur aéronautique, mais c'est aussi une volonté un petit peu plus profonde du secteur aéro, justement, de vouloir contrôler un petit peu la supply chain. Le traitement de surface arrive finalement en fin d'opération, donc souvent on est confronté au problème de délai, et un certain nombre de donneurs d'ordre se disent qu'en réintégrant cette opération de traitement de surface, on va pouvoir améliorer les délais. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être pérenne? Et on peut demain s'aventurer, enfin s'aventurer c'est peut-être pas le terme, mais spécialiste du traitement de surface, c'est quand même un autre métier, quoi. C'est des métiers complètement différents entre la mécanique et le traitement de surface. Alors on peut effectivement avoir quelques petits exemples sur des pièces très simples ou des procédés très très simples type passivation, où là effectivement on le voit au travers des plans de relance, on a des demandes de financement et d'investissement pour des chaînes de traitement de surface chez les mécaniciens. Mais il faut savoir quand même que sur un avion, plus de 70% des pièces sont sous-traitées, et donc je dirais que la supply chain en sous-traitance a quand même encore un bel avenir. Effectivement, on ne pourra pas tout réintégrer, notamment sur des traitements de surface compliqués. On va essayer de les refroidir, on va leur refroidir les ardeurs. On va parler de trioxyde de chrome. Oui. Peut-être que ça va moins leur donner envie, non? J'aimerais qu'on en parle de ce sujet-là, parce que visiblement, c'est quelque chose qui est interdit sauf autorisation. Enfin, c'est pas très clair pour moi. Est-ce que c'est pas un peu... Qu'est-ce que vous faites en termes de syndicat là-dessus pour essayer d'avancer sur cette problématique-là? Alors, le trioxyde de chrome, c'est une histoire qui est simple pour personne, parce que ça a commencé il y a 10 ans, quand l'Allemagne a proposé le trioxyde de chrome comme substance candidate à l'autorisation. Et donc, ça a suivi le processus de la réglementation REACH. Et quelques années après, en fait, le trioxyde de chrome a intégré l'annexe 14 du règlement REACH, qui est une annexe où l'utilisation est interdite, sauf si elle est autorisée. Donc effectivement, ça a commencé à poser des problèmes dans la profession, surtout que c'est vraiment l'une des premières substances qui a été concernée par le règlement REACH. Donc on a un petit peu essuyé les plâtres sur cette substance. Effectivement, à partir du moment où on utilise des substances comme ça, l'exploitation est compliquée pour les industriels. Donc c'est des traitements que les donneurs d'ordre ont effectivement tendance à sous-traiter du fait des contraintes environnementales et des contraintes HSE qui sont derrière. Et ça veut dire, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais que demain, si on veut investir, c'est sur le chrome 3, vous m'avez dit, il fallait arrêter le chrome 6. Enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais ça veut dire que déjà aujourd'hui, il faut que les entreprises commencent à penser à
sauter le pas. Ils en sont où aujourd'hui? Ils sont dans cette démarche? Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va arrêter comme ça le Chrome 6. On entend beaucoup de choses. 2024, c'est terminé. Non, 2024, c'est la date de fin de la première autorisation qui a été accordée en décembre 2020 par la Commission européenne. Donc pas de panique. On ne va pas tout arrêter du jour au lendemain et on ne va pas passer du Chrome 6 au Chrome 3. De toute façon, aujourd'hui, il y a très peu de pièces qui sont substituables car les procédés ne sont pas qualifiés. Donc il y a encore quelques beaux jours pour le Chrome 6, je dirais, bien que derrière, il faille préparer à présent les dossiers de renouvellement d'autorisation. Et comment on va faire? Parce que moi, j'ai noté, j'ai un peu préparé notre entretien, la définition de la Commission européenne sur la REACH dont vous parliez, c'est favoriser la compétitivité de l'industrie chimique européenne. Oui. Ça fait sourire quand même un petit peu. On est en train de se dire que c'est un formidable appel d'air en fait pour la Grande-Bretagne et la Suisse, non? C'est un petit peu la problématique et je pense que la révision du règlement REACH qui est en train de se préparer pour la fin d'année finalement intègre bien, puisque c'est des points qui sont remontés par la Commission européenne. On s'aperçoit qu'à partir du moment où on n'a pas de réglementation sur les produits importés, finalement on va pouvoir aller faire du traitement de surface ailleurs et le réintégrer en Europe, ce qui est un peu à contresens des plans de relance et de la situation actuelle où on souhaite la réindustrialisation de la France. Et de l'Europe. Comment on fait alors? Quelle solution? Qu'est-ce que vous proposez? Comment on fait? Il faudrait pour lutter contre cette déloyauté, j'allais dire. On taxe, on va dans la rue, on jette du chrome. On l'a imaginé, mais bon, niveau environnement, c'est pas très clean. Il faut un petit peu éviter ce genre de choses. Non, nous, on essaye de travailler effectivement avec l'ECA, avec la Commission européenne, pour leur montrer un petit peu comment sont faits les traitements de surface en Europe, avec toutes les règles de sécurité qui sont bien mises en place. On essaye et on espère que les notifications là, qui doivent être faites par les industriels qui utilisent le trioxyde de chrome vont permettre à l'ECA de se rendre compte que le traitement de surface est correctement maîtrisé dans les ateliers. Et donc, on va pouvoir obtenir de nouveau des prolongations d'autorisation, même si, parallèlement, il faut bien sûr travailler sur la substitution, puisque le but du règlement REACH, c'est également la substitution des substances dangereuses lorsque cela est possible. Mais la date finale, ça avait été 2022, c'est passé à 2024, c'est ça de mémoire? Ça veut dire qu'on pourrait encore essayer de gratter quelque peu? Oui, à partir du moment où on arrive à montrer que les avantages socio-économiques l'emportent sur le risque, finalement, on peut demander des renouvellements d'autorisation. Donc il y a des consortiums aujourd'hui qui sont formés pour, au-delà de 2024, faire des demandes de renouvellement d'autorisation. Bah écoutez, on ne va pas faire le résumé de l'échange qu'on vient d'avoir tous les trois, je vous en remercie, mais entre les matières premières qui augmentent de 150% pour certaines, des plastiques qu'on ne trouve plus. Je voudrais ajouter juste une chose. Ce qui nous permettrait éventuellement de nous en sortir, je crois, l'Europe, c'est la certification. Parce que vous avez raison, à partir du moment où on pourra certifier un certain nombre de réglementations, nous, on a un problème sur le taux de matière recyclée intégrée dans un produit. On a un label mort. Donc ça permet effectivement de tracer. Donc la traçabilité, aujourd'hui, c'est très important pour le consommateur, et donc de certifier. Parce qu'on est incapable, effectivement, et les douanes sont incapables de le faire, tout ce qui viendra, tout ce qui sera importé, on sera incapable de vérifier si effectivement il y a un taux suffisant de matière recyclée. Donc c'est ça la difficulté. C'est une sorte de taxe aux frontières en disant vous n'avez pas le label. Vous savez, donc vous n'avez peut-être pas suivi les règles environnementales que nous on impose. D'autres pays le font. Et... D'autres pays le font. Donc pourquoi l'Europe justement ne musclerait pas son jeu de ce point de vue-là? C'est une question. Alors côté traçabilité, je pense qu'il y a une grande base européenne qui est la base SKIP, qui va permettre effectivement de suivre un petit peu tous ces aspects-là. Elle est extrêmement compliquée à remplir et c'est un problème. Et c'est aussi le but de la réglementation, de la révision du règlement REACH, c'est de regarder un petit peu comment on peut simplifier la communication dans la supply chain sur la traçabilité. Oui, parce que les sous-traitants sont souvent des entreprises qui ne sont pas forcément énormes, plutôt des PME, voire ETI pour certaines. Tout à fait. Et donc ça prend énormément de temps et ce sont des réglementations qui sont extrêmement complexes et c'est aussi pour ça que les syndicats professionnels sont là pour aider les adhérents à comprendre et à mettre en œuvre cette réglementation. Écoutez, je vous remercie tous les trois pour ces échanges passionnants qui nous montrent que les industriels sont parfois obligés de régler des problématiques dont ils seraient bien passés.
certaines évitables, comme parfois les normes tatillonnes, et d'autres non évitables, comme les approvisionnements, c'est ce qu'on vient de voir. Alors, pour compléter vos propos, je vous invite tous à regarder et suivre une série assez longue de webinaires dédiés au savoir-faire, donc avec plein de sous-traitants qui nous mènera jusqu'au déjeuner. Ensuite, rendez-vous à 14 h. Merci.